Depuis 4 ans, je ne sors plus de chez moi à cause de problèmes de santé et le fait de ne pas avoir d'ascenseur rend les sorties impossibles. La solitude me pèse beaucoup. David, 80 ans. Je souffre de solitude. Je ne peux pas sortir de mon logement, étant sous oxygène et marchant très difficilement. Kamel, 62 ans. Être isolé, c'est pas facile. Je suis dans une prison vivante. Hamid, 73 ans. Les phrases que vous venez d'entendre sont de véritables témoignages de personnes qui vieillissent dans des quartiers prioritaires recueillis par l'organisme Petits Frères des Pauvres. Ces récits nous rappellent que, malgré une forte proportion de jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville, ces territoires vieillissent eux aussi, suivant la tendance nationale. Alors que le vieillissement de la population s'impose comme un défi majeur, les territoires en politique de la ville restent les oubliés des stratégies d'adaptation. Moins visibles du fait de leur jeunesse relative, les seniors qui y résident cumulent souvent pourtant précarité économique, conditions de logement parfois dégradées et isolement social profond. Bonjour à toutes et à tous, je suis Émilie Monco, chargée de mission développement territorial chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde. Dans le chat, vous retrouverez ma collègue Charlie Delorme qui assurera le relais de vos questions à nos intervenants et animera le chat et vous partagera plusieurs ressources. Vos micros et caméras étant désactivés, nous vous invitons donc à utiliser cette fonctionnalité pour faire part de vos questions et de vos réactions tout au long de l'échange et les questions seront posées à l'issue de la table ronde. Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, donc PQNA, est un centre de ressources régionales dédié au développement territorial. Copiloté par l'État et la région, nous accompagnons les acteurs locaux en produisant des ressources, en animant des temps d'échange et en présentiel également, en mettant en lumière des initiatives inspirantes sur des thématiques variées. Ce webinaire fait suite à des échanges récents avec les membres de notre réseau qui ont exprimé le besoin d'un temps d'approfondissement sur le vieillissement en quartier prioritaire de la ville. C'est un sujet encore peu outillé, peu discuté, mais qui devient de plus en plus urgent d'aborder, nous allons le voir. Nous allons commencer par quelques repères chiffrés. Certes, les quartiers prioritaires de la ville restent globalement plus jeunes que le reste du territoire, puisque c'est 4 habitants sur 10 qui ont moins de 25 ans, contre 3 sur 10 sur l'ensemble du territoire national. Mais ils vieillissent. Selon l'Observatoire national de la politique de la ville, entre 1990 et 2010, les habitants de plus de 60 ans ont augmenté d'un quart et ceux de plus de 75 ans de moitié. En Nouvelle-Aquitaine, les quartiers prioritaires de la ville sont plus vieux que sur l'ensemble des quartiers prioritaires à l'échelle du territoire national, et plus de 20% de la population ont plus de 60 ans. Et dans ces 20%, il y a près de 8% qui ont plus de 75 ans. Certains départements se démarquent pour leurs quartiers prioritaires qui sont un peu plus âgés, et c'est le cas de la Dordogne, la Charente-Maritime ou des Pyrénées-Atlantiques, qui donc concentrent une population un peu plus âgée dans leur QPV. Bien que ces quartiers vieillissent d'une façon inégale, ils restent des quartiers jeunes, comme nous l'avons dit, mais ces chiffres cachent des réalités difficiles. Précarité, isolement, logements inadaptés ou qui parfois viennent dégrader les conditions de santé de ces habitants. L'enclavement de certains quartiers limite les possibilités de mobilité et d'accès aux soins et aux services de proximité. Et toutes ces vulnérabilités sont souvent renforcées par l'histoire migratoire de certains habitants. En effet, les personnes qui vieillissent dans ces quartiers prioritaires sont plus vulnérables et le vécu de ces personnes âgées dans les quartiers populaires s'articule autour d'un double stigmate, celui d'être âgé dans un quartier où la jeunesse prédomine et celui d'appartenir à des catégories sociales modestes, objectivées par leur lieu de vie. Par ailleurs, le vieillissement de la population en quartier prioritaire induit une augmentation des ménages isolés.
Et parmi ces ménages isolés, la place des femmes n'est pas négligeable. L'Observatoire national de la politique de la ville indique que 80% des ménages d'une personne de plus de 75 ans sont des femmes. Malgré l'ensemble de ces constats, les acteurs qui accompagnent le bien vieillir n'ont pas d'approche spécifique appliquée aux quartiers prioritaires. Et quant à la politique de la ville, elle s'inscrit dans le mouvement initié par la loi décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Et elle vise à l'anticipation des conséquences de ce processus en répondant le mieux possible aux besoins des personnes en matière de logement, de transport et de vie sociale et citoyenne. Dans la plupart des cas, le contrat de ville prennent en compte le vieillissement des habitants dans leur diagnostic et dans leurs orientations. Mais en revanche, en termes de programmation, peu d'actions concernent les personnes âgées. Sur presque 30 000 actions financées en 2016 dans le cadre des contrats de ville, 20% touchent au moins un senior, mais seuls 2% d'entre elles concernent exclusivement les personnes âgées, malgré leur poids démographique qui ne cesse de s'accroître. Pourtant, et nous le savons, les seniors représentent aussi une richesse pour leur quartier, puisque leur engagement dans le tissu associatif est souvent plus fort que celui des jeunes. Face à tous ces constats, il est important d'agir car nos seniors sont confrontés à plusieurs risques avec la réduction de leur capacité physique et la baisse de leur mobilité. Un risque de la perte d'autonomie dont découlent plusieurs besoins que nous verrons par la suite. Un risque d'isolement social qui est renforcé par la crise Covid et l'enclavement de certains quartiers. Et un risque d'isolement face aux soins et aux services de proximité. Alors, comment bien vieillir en quartier prioritaire de la ville? Quels constats et pratiques émergent dans les territoires? Comment adapter le logement et le cadre de vie aux besoins des personnes âgées? Et quels leviers pour lutter contre l'isolement social et favoriser l'accès aux services? Pour répondre à ces questions, je ne serai pas seule et j'invite nos intervenants à me rejoindre aujourd'hui. J'accueille Manon Ribaud, chargée de mission rénovation urbaine du quartier Saragosse à la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. François Apoué, référent de la politique senior et accessibilité chez Domo France. Et Raphaël Roguet, responsable du pôle action publique et territoriale au Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons par la suite le plaisir d'accueillir Cécile Tagliana pour le temps de clôture de ce webinaire, directrice générale adjointe à l'Agence régionale de santé. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On va commencer par un temps rapide d'ouverture sur le sujet. Je m'adresse à vous, Raphaël Roguet, dans le cadre de vos travaux au Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Selon vous, pourquoi le vieillissement reste-t-il encore un angle mort des politiques publiques en quartier prioritaire de la ville ? Merci pour l'invitation, merci pour la question. Donc le vieillissement est un angle mort effectivement. Alors même lorsqu'il ne l'est pas, c'est toujours intéressant de voir qu'il est souvent, il a souvent été en tout cas construit comme un problème, comme quelque chose de néfaste. Le vieillissement de la population, c'est souvent une menace pour l'emploi, le dynamisme, le financement des retraites. Donc ça a évolué évidemment ces dernières années, mais malgré tout, ça dit quelque chose de la manière dont on conçoit, dont on perçoit les personnes âgées. Au niveau des territoires, je dirais que le vieillissement de la population a souvent été associé, à raison mais aussi à tort, exclusivement aux territoires de faible densité, ce qui fait que les quartiers prioritaires de la ville construits après la Deuxième Guerre mondiale ont souvent plutôt été identifiés comme des quartiers jeunes et il y a une tradition un peu d'intervention publique à destination de la jeunesse dans ces quartiers. De fait, quand on parle de vieillissement, et ça a bien été rappelé en introduction, c'est-à-dire de la part que représentent les personnes âgées dans ces quartiers, on voit que
ils sont plus jeunes que la moyenne. En revanche, comme ce sont des quartiers de forte densité, quand on s'intéresse au nombre et donc à la gérontocroissance dans ces quartiers, on voit que c'est plutôt des quartiers qui concentrent un grand nombre de personnes âgées. Donc il y a un vrai enjeu effectivement à ramener de l'intervention publique à destination, dans le champ du vieillissement dans ces quartiers-là, sans pour autant délaisser la jeunesse. Déjà parce que les jeunes d'hier sont les vieux d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être se demander aussi combien il y a de personnes qui ont 50, 60 ans aujourd'hui dans les QPV, parce que ce sont dans 10-15 ans celles qui seront des personnes âgées. Et ensuite, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles dans ces quartiers. Les incitations de l'État à l'accession à la propriété dans les années 70 ont fait qu'il y a eu beaucoup de classes moyennes qui sont parties, laissant quelques personnes presque captives parfois dans ces quartiers. Et aujourd'hui, ces personnes vieillissent, et donc c'est une sorte de réservoir de personnes qui cumulent des fragilités d'isolement, des fragilités économiques, sociales. Et donc il y a un vrai enjeu à agir. Et donc pour terminer, voilà, on va voir aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs au niveau local qui se sont organisés, qui ont apporté des réponses, qui ont réagi face à cette situation. Et comme souvent, ils l'ont fait avant le pouvoir national, qui malgré tout, le pouvoir central, qui malgré tout réagit. On a par exemple un appel à manifestation d'intérêt de la CNSA qui a été lancé, qui va courir jusqu'en 2027 pour soutenir des expérimentations dans les QPV à destination des personnes âgées. Merci pour cet éclairage, Raphaël. Manon Ribaud, vous êtes en charge de la rénovation du quartier Saragosse qui a subi une grosse transformation via le dispositif de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Comment le vieillissement se traduit-il dans votre quartier et à quel moment est-ce que vous avez pris conscience de cette réalité ? En effet, comme vous l'avez évoqué, le quartier Saragosse à Pau, c'est un quartier d'intérêt national au sein du NPNRU. Qui a été construit dans les années 60 sur l'urbanisme des grands ensembles, qui regroupe aujourd'hui toutes les fragilités économiques et sociales qu'on connaît très bien dans les QPV. Et c'est vrai que lors du diagnostic, on s'est rendu compte que le constat national que vous avez évoqué, Émilie et Raphaël, se traduisait forcément à une échelle locale et se traduisait également dans le quartier Saragosse. On a 14% des habitants qui ont plus de 75 ans. On a une majorité des habitants qui se sont installés en fait, dans le quartier au moment de sa construction dans les années 60, donc qui y sont restés, qui ont développé aussi un fort attachement à leur quartier. Et ça, c'est assez important aussi pour comprendre derrière un peu pas que les choix résidentiels, mais comment on fait aussi pour vivre dans son logement au fur et à mesure de sa vie et de la façon dont on cohabite. Mais c'est vrai que le QPV montre aussi un quartier qui se paupérise et c'est aussi un élément un peu clé justement par rapport à ces parcours résidentiels. Merci Manon. François Apoué, en tant que bailleur, constatez-vous une évolution du profil des locataires âgés en quartier prioritaire de la ville et comment est-ce que cela affecte vos pratiques ? Oui, bonjour. Domo France, déjà, c'était un bailleur social qui occupe, on va dire, toute la Nouvelle-Aquitaine avec plus de 40 000 logements. Ça représente 23 000 logements rien qu'en Gironde sur les quartiers en QPV. Donc, c'est vraiment une thématique qui est aujourd'hui centrale pour nous. Le post-Covid a permis aux bailleurs de s'interroger un peu sur les besoins de leurs locataires seniors. Et à ce titre, on a créé un petit observatoire dans lequel on s'aperçoit que les chiffres que vous avez cités sont repris. On a entre 12 et 15% de seniors dans ces quartiers, majoritairement des femmes isolées, mais aussi d'autres signaux qui sont un peu plus inquiétants. On a un tiers de ces publics qui ont déjà chuté, on a un tiers de ces publics qui aussi ressentent l'insécurité de ces quartiers. Et puis on a un faible taux de soutien d'aidants, puisqu'il y a aussi la part des aidants dans ces quartiers qui est importante. Donc les aidants familiaux, ça représente 55-60%, et très peu d'aidants professionnels. Donc on est aussi en rupture avec tous les dispositifs de l'accès aux droits, notamment pour ces publics. Donc ça a des conséquences sociales importantes. Donc l'isolement, vous l'avez dit, il y a aussi la paupérisation, mais il y a aussi le faible taux de rotation dans ces quartiers, donc des publics qui sont un peu captifs aussi de ce type de logement. Et donc c'est aux bailleurs de se réinventer avec ses propres moyens et puis de proposer des actions de sensibilisation, de prévention et surtout pour la plupart des actions d'accompagnement. Merci à tous les trois pour ce tour de table qui nous éclaire déjà, puisque le vieillissement, souvent perçu comme une problématique future, on voit bien finalement que sur le terrain qu'il est déjà là.
Et cela nous conduit naturellement à aborder la question de l'adaptation du logement et du cadre de vie, puisque la majorité des personnes âgées vivant dans ces quartiers sont attachées à leur logement, comme vous l'avez rappelé Manon, et souhaitent y rester. Alors comment agir sur le cadre de vie et l'habitat ? Je vous propose, Raphaël Roguet, de revenir sur quelques éléments de définition qui nous permettront à nos auditeurs de mieux saisir le reste de la discussion. Pourriez-vous, s'il vous plaît, redéfinir la différence entre adaptation et accessibilité ? Oui, bien sûr, on peut dire 2 mots effectivement là-dessus. On a parfois tendance à confondre les 2 notions. L'accessibilité, c'est une notion plutôt juridique qui concerne l'habitat principalement. Est accessible un logement qui respecte le code de l'habitation et de la construction. Ça implique un certain nombre d'aménagements sur l'accès à l'immeuble, l'accès à l'appartement, la circulation dans les parties communes, etc. Les normes d'accessibilité ont même eu tendance un petit peu à s'assouplir ces dernières années, puisque avant elles concernaient donc toutes les constructions dans le permis de construire avaient été déposées avant 2019, devaient avoir 100% de leurs logements accessibles en rez-de-chaussée et de tous les logements desservis par ascenseur. Depuis, ça a été réévalué à 20%. Donc voilà, notion plutôt universelle, juridique. L'adaptation, c'est une notion qui concerne l'habitat, mais c'est surtout une notion qui concerne l'habitant. Est adapté un logement qui répond aux capacités, aux besoins précis de son occupant pour lui permettre de vivre en toute autonomie. Donc voilà, cette notion d'adaptation, elle est moins liée à des questions de respect des obligations, et elle a une dimension plus médico-sociale qui nécessite souvent l'intervention de professionnels comme des ergothérapeutes qui vont venir dans les logements pour évaluer les situations. Merci. Manon Ribot, donc le quartier Saragosse a subi une grosse opération de transformation via le dispositif de l'ANRU, nous l'avons vu. Vous avez reçu des aides supplémentaires via un AMI auquel vous avez candidaté, qui vous a permis d'agir sur l'ensemble du quartier, espace public et équipement. L'objectif, c'était de conforter la qualité de vie des habitants et d'attirer aussi de nouveaux ménages. Vous êtes aujourd'hui reconnu comme une référence en matière d'adaptation au vieillissement de la population. Qu'avez-vous mis en place pour améliorer le bâti, aussi bien sur le logement que sur le cadre de vie ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? C'est vrai que dans les composantes classiques des projets de rénovation urbaine, il y a une forte action pendant 10 ans sur l'habitat, donc sur la réhabilitation des logements sociaux ou la construction nouvelle. Il y a également une forte action sur la réhabilitation des espaces publics et sur le fait de pouvoir conforter les équipements publics. L'objectif dans le projet de rénovation urbaine du quartier Saragosse, c'était aussi de se servir de la cible en fait, des seniors et des personnes âgées pour pouvoir se dire effectivement, est-ce que tous les investissements qui seront réalisés ces prochaines années répondront bien aussi aux attentes et aux besoins du public qui est en place. C'est toujours un peu ce décalage entre le fait de vouloir attirer de nouveaux ménages dans les quartiers et malgré tout de conforter la qualité de vie de ceux qui y sont, et là pour le coup de ceux qui y sont depuis de nombreuses années. Donc dans le cadre du projet Saragosse, il y avait un lourd programme de réhabilitation de logements sociaux qui est porté par le bailleur principal du quartier qui est Pauberne Habitat, donc qui réhabilite 1400 logements. Et nous en fait au début on avait plutôt un focus sur la cellule logement et de se dire le plus simple ça sera peut-être de proposer des logements suradaptés pour les locataires dans le parc public, et à la fois si on raisonnait pas à l'échelle du quartier et de la chaîne des déplacements, on sentait aussi qu'on allait louper quelque chose dans la mobilité de ce public-là. Donc on a essayé vraiment de raisonner à l'échelle de la chaîne des déplacements, et c'est la petite illustration que vous avez aussi à l'image qui permet de dire vraiment il faut toucher à tout. Il faut arriver à vraiment s'intéresser et proposer des aménagements à l'échelle de la cellule logement. Et à la fois, depuis de nombreuses années, on sait faire des logements suradaptés. C'était déjà le cas d'il y a 10 ans. Et la crainte, pour le coup, c'était d'être presque trop... si vraiment on rendait les logements très qualitatifs, on allait vraiment louper une étape parce que les personnes allaient être plutôt confinées à domicile tellement elles se sentaient bien chez elles, et on les invitait plus trop à sortir. Malgré tout, le réaménagement des espaces publics, il a aussi vocation à être approprié et à être pour les habitants. Donc à partir de la chaîne des déplacements, l'objectif c'était de pouvoir se concentrer à l'échelle de la cellule du logement, du palier, des escaliers ou des ascenseurs, des halls d'immeubles, du pied d'immeuble et de l'espace public. Et le tout, effectivement, dans l'objectif d'arriver à un service ou un commerce.
Donc rapidement, pour vous illustrer aussi quelques données, donc tout ce qui vous est présenté a été porté pour la partie bâtie par le bailleur Pauberne Habitat. Donc là, vous voyez par exemple le réaménagement d'un logement sur lequel il a investi sur les salles d'eau et sur quelques autres préconisations, mais il a essayé vraiment, effectivement, d'avoir un peu cette double lecture de qu'est-ce qu'a besoin immédiatement, en fait, un locataire et sur quoi je peux commencer à anticiper le vieillissement pour des personnes moins dépendantes et dans les logiques de relocation. Donc, c'est vraiment après, de façon assez terre à terre, dans les préconisations techniques, ça peut toucher au mobilier, à la robinetterie, à l'éclairage des logements, les chemins lumineux, les salles d'eau avec les appuis, les barres de maintien. Voilà, des préconisations assez ciblées pour le logement et qui se poursuivent derrière. Donc là, vous avez un exemple de parties communes. Donc, ont été travaillées toujours la question de l'éclairage, la question de la visibilité avec les miroirs. La question également des assises dans les halls qui peuvent permettre des temps de pause. Ce sont des éléments qu'on a vraiment construits et partagés avec le bailleur parce que dans les quartiers prioritaires pose aussi la question de la sécurité et malgré tout le mobilier urbain, le mobilier dans les halls c'est pas chose courante, mais l'objectif était de pouvoir aussi tester et expérimenter. Ils ont proposé plusieurs formules de hall avec certains un peu moins de mobilier, d'autres un peu plus, et après bien sûr ils s'appuient aussi sur l'existant, donc ce sont des réhabilitations et ils composent avec les problématiques un peu techniques de leur bâti. Mais ils ont essayé vraiment de tester, d'expérimenter, de voir ce qui fonctionnait et de pouvoir réajuster aussi un peu peut-être le tir à chaque réhabilitation. Donc ça, c'est vraiment pour la partie hall. Et ensuite, sur la partie pied d'immeuble, ils ont redistribué un peu les différentes fonctions et usages qu'on peut trouver dans les pieds d'immeuble. Donc là, par exemple, vous voyez des cheminements assez bien identifiés en pied d'immeuble, la question des locaux vélos. Mais voilà, d'essayer un peu de réorganiser tous ces usages pour amener aussi beaucoup de lisibilité pour les locataires en priorité. Ce travail-là, il a été complètement construit en lien avec la partie espace public, puisqu'on est toujours, rappelez-vous, à l'échelle de la chaîne des déplacements. Et ensuite, sur l'espace public, de façon très concrète, ça s'est traduit effectivement par des cheminements, donc sécurisés. On a retravaillé également la question de l'éclairage public. Alors, même si aujourd'hui, c'est très normé l'éclairage public, et notamment en lien avec la biodiversité, l'objectif était de trouver aussi une luminosité assez adapté pour justement la déficience visuelle ou des personnes qui n'aiment pas trop quand c'est un peu éblouissant. Mais voilà, on a pu retravailler un peu les points lumineux, les cheminements. Et ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait effectivement sur le mobilier urbain. Un peu l'aménagement un peu clé des espaces publics. Et là, sur le coup, pour le mobilier urbain, on a pu travailler différentes assises, différents mobiliers, avec certains avec des dossiers, certains sans dossier, avec accoudoir, l'inclinaison du dossier, la hauteur des accoudoirs, voilà. Le banc parfait, avec toutes ces bonnes dimensions pour vraiment essayer de faciliter la mobilité et l'appropriation des habitants, il n'existe pas, notamment si on y met aussi derrière un peu des normes environnementales. Mais nous, on a vraiment essayé de plutôt plaider pour une diversité du mobilier, en se disant, certains, il favorisera vraiment l'assise des personnes qui sont peut-être un peu en perte d'autonomie, d'autres pas du tout, mais c'est pas grave, on essaie de coupler le mobilier urbain et tout le monde y trouvera aussi un peu son compte dans l'espace public. Et chose d'un peu importante qu'on a essayé aussi vraiment de faire, c'est la façon dont on l'implante. Parce qu'en fait, on est plutôt habitué le long des voiries à avoir des bancs espacés tous les 5 ou 10 mètres, mais plutôt en linéaire. Là, dans le réaménagement de nos parcs et jardins, on est à peu près sur 10 hectares de parcs et jardins réhabilités dans le quartier Saragosse. On a essayé vraiment de l'implanter de façon un peu conviviale, d'être plutôt sur des salons ou du mobilier en L, pour que ça permette aussi l'échange, le regroupement. C'est toujours un peu anecdotique, je trouve, quand on le raconte, mais pour le coup, avec le retour d'expérience de ces dernières années, c'est vraiment le mobilier qui fonctionne le plus aujourd'hui.
Et le fait vraiment de pouvoir les implanter plutôt en mode salon pour essayer d'inviter et l'échange et la convivialité. Et je rappelais rapidement, mais c'est vrai que c'est souvent anecdotique, mais avec le retour d'expérience, on voit aujourd'hui que c'est ce qui fonctionne le mieux. Très rapidement, la question de l'eau, elle a été aussi largement abordée avec la présence de toilettes publiques ou de fontaines. Ce sont des éléments aussi assez importants pour ces publics-là et puis qui servent de fait à tout public et notamment aux enfants. En guise de conclusion, peut-être ce que je voulais rappeler, c'est qu'il a été important pour le bailleur aussi, pour nous et aussi pour le bailleur, de capitaliser un peu toutes ces préconisations dans le guide d'usage. Donc c'est un petit guide qu'on a édité et qui reprend vraiment toutes les préconisations assez opérationnelles pour essayer justement de voir quel levier on peut avoir, quelle marge de manœuvre on peut avoir sur les logements suradaptés ou sur l'ensemble de l'adaptation dans le cadre du bâti ou de l'espace public. Et ce qui a été important, nous aussi, pour la communauté d'agglomération de Pau, c'était de pouvoir dupliquer cette expérimentation-là. Elle a servi dans le cadre de Saragosse, on l'a dit, il y a des financements spécifiques dans le cadre de l'ANRU. L'objectif, c'était aussi de sortir de ces murs-là, de pouvoir travailler l'expérimentation à l'échelle, là, vraiment de l'agglomération de Pau. Donc, on en a lancé une autre expérimentation qui s'intitule Bien vieillir dans son HLM, bien vieillir dans sa ville, et que là, pour le coup, on travaille à l'échelle de l'agglo et des 4 bailleurs, qui sont Domo France, la CDC Habitat, Pau Bernet Habitat et l'Office 64, et sur lequel vraiment on essaie d'agir sur la massification de l'adaptation au vieillissement, en se disant que le constat qu'on a eu sur le quartier Saragosse, c'est le constat que font tous les bailleurs. Et nous, en termes de collectivité, comment aussi on arrive à continuer de les accompagner sur cette question-là. Merci Manon pour ce témoignage. François, vous travaillez justement avec Manon et d'autres bailleurs, comme elle vient de le mentionner, pour apprendre ce qui a été fait sur le quartier Saragosse et pour nourrir les projets de Domo France, dont le projet Gershwin à Pau. Quels enseignements est-ce que vous tirez de ce qui a été réalisé sur le logement et le cadre de vie dans le quartier Saragosse pour réhabiliter ce quartier-là ? Oui, donc effectivement, avec la présentation de Manon, on a bien compris que la barre était déjà très haute pour les bailleurs qui devaient maintenant se mettre à disposition de l'agglomération de Pau pour assurer le bien vieillir en HLM sur cette très belle agglomération. Juste pour préciser qu'en fait, les bailleurs sociaux aujourd'hui, ils ont énormément de contraintes qui font que cette brique senior, comme nous on veut l'appeler, c'est-à-dire insérer du bien vieillir dans un programme de réhabilitation, c'est quelque chose de très complexe parce qu'on est pris par nos plans stratégiques de patrimoine, par les nouvelles normes thermiques, par la tranquillité résidentielle. Et cette question de la brique senior, nous, était importante. Donc, on remercie vivement l'agglomération de Pau de nous avoir mis un petit peu en dehors de notre zone de confort pour essayer de prendre ce modèle de quartier Saragosse et puis d'expérimenter un peu avec notre propre politique quelles seraient nos meilleures actions possibles. Alors pour Domo France, le quartier qui a été retenu, donc c'est bien évidemment en plus un quartier prioritaire de la ville où les questions de la paupérisation et de la typologie ont été des choix prégnants. On a aussi un écosystème parce que ça n'a pas été trop montré dans les diapos, mais ce qu'il faut rechercher aussi, c'est d'avoir ce périmètre de l'urbanisme de la pantoufle. On est à 300 mètres, pas plus, pour ces personnes âgées, pour se déplacer auprès des commerces, des pharmacies, pour avoir une activité, avoir une utilité. Donc voilà, cette résidence Gershwin, elle offre tout ce potentiel. Et puis après, elle fait partie de ces quartiers qui, à la base, n'ont pas du tout été pensés pour le vieillissement. Quand on a créé les grands ensembles, la question du vieillissement n'existait pas. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est ça le vrai défi, c'est d'insérer une brique senior avec résidentialisation, sécurité, accessibilité, adaptation, et faire en sorte que ça fonctionne en miroir avec le quartier, comme l'a montré le bel exemple de Saragosse aussi, avec la prise en compte des espaces publics, des liaisons interquartiers. Donc c'est un formidable projet. Nous, ce vieillissement, il est prégnant sur cette résidence parce qu'il y a plus de 50% des personnes qui étaient effectivement seniors. Donc déjà des adaptations qui étaient faites au compte-gouttes. Là, l'intérêt vraiment, c'est de mutualiser sur toutes ces questions-là une réhabilitation. Donc en fait, compléter une réhabilitation classique pour un bailleur qui est
une réhabilitation thermique par cette brique senior. On développe 3 socles. On ne voulait pas non plus que transformer ces salles de bain, puisque aujourd'hui le bailleur il est un peu contraint à travailler des adaptations de salles de bain. Vous avez bien compris qu'on est au-delà de ce rôle-là. Aujourd'hui, nous, on ne voulait pas non plus stigmatiser ces salles de bain, donc on va proposer dans le programme 3 socles de travaux. Un premier qui est plutôt préventif sur les personnes seniors d'un âge médian, entre 60 et 75 ans. Un socle plus évolutif, où on se dit que là, on va dépasser l'enveloppe de la salle de bain et on va plutôt travailler l'intégralité du logement avec notamment l'élargissement de portes, des volets roulants électriques. Enfin, on va essayer d'accessoriser un peu. Et puis après, pour les personnes où la vraie question, c'est lorsque la perte d'autonomie existe, comment agir. Donc sur celle-ci, on va essayer de créer un socle travaux qu'on appelle inclusif, où là, on va essayer de rajouter de la connectique, de la domotique. Et peut-être, ça, c'est si le législateur un jour nous le permet, de rajouter des services. C'est ce qui manque aujourd'hui aux bailleurs, de pouvoir avoir cette activité servicielle et qui fera le lien avec le quartier. Donc il y a beaucoup d'ambition sur ce projet d'AMO qui est fait par l'Agglo de Pau. On va y participer en tant que bailleur. L'intérêt aussi, c'est de copartager les bonnes actions. Et donc, avec le guide que vous a présenté Manon, effectivement, il y a beaucoup de bonnes pratiques. Elles ne sont pas toutes applicables techniquement. Donc, à nous de savoir les utiliser. Puis d'être force aussi de proposition. Sur la résidentialisation, notamment, et sur désenclaver le quartier, là, il y a un vrai travail à faire avec les services des mairies concernées pour que l'espace public rejoigne l'espace du bailleur. Et enfin, dans les actions fortes, la question de la paupérisation soulève l'action de comment on donne accès aux droits à ces publics-là. Aujourd'hui, moins de 2% des locataires en QPV senior ont accès à l'APA. Donc on est vraiment sur un public qui, même s'il est dans un centre urbain, même s'il est avec une proximité, n'a pas forcément l'aide associée. Donc il y a un vrai travail à faire notamment avec les CCAS. Et puis après, il y a toute la connexion au quartier, savoir comment se rendre utile lorsqu'on est senior, comment partager ensemble des activités, rompre ce fameux isolement. Et ça aussi, ça sera un enjeu fort et ça va forcément s'appuyer sur les actions territoriales que mèneront notamment la ville de Pau et pour que l'ensemble fasse qu'on fasse du bien vieillir. C'est pas que la réponse technique et comme on l'était avant des monsieur ou des madame salle de bain chez les bailleurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus large que ça et on a notre part à faire. Merci François pour ce témoignage. Raphaël, je me tourne désormais vers vous. Après avoir entendu ces témoignages, que pouvez-vous nous dire sur le rôle des bailleurs sociaux dans l'adaptation de la société au vieillissement et quels dispositifs existent et quels freins peuvent être rencontrés ? Oui, alors je pense que ces initiatives-là montrent bien les rôles que peuvent jouer les bailleurs. On voit bien aussi l'échelle. On peut agir sur une pièce, on peut agir sur un logement, sur une résidence, sur un quartier. Voilà. La première chose à laquelle on pense, effectivement, dans le rôle du bailleur, ça va être souvent la question de l'adaptation du logement. Et l'un des enjeux, et donc cette question de l'adaptation des logements, déjà en soi, pose beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est son coût. Adapter un logement, ça a un coût. Des aides existent. On a notamment la plus courante, peut-être, qui est le dégrèvement de la taxe foncière, donc la TFPB, qui permet aux bailleurs sociaux de récupérer les coûts que représente l'adaptation qui vont être dégrevés de l'année d'après sur leur taxe foncière. Ça présente l'avantage de couvrir l'ensemble des opérations. L'inconvénient, c'est que ça permet mal. Donc déjà, c'est que tous les logements ne sont pas éligibles et en plus, ça ne permet pas de répondre à des afflux ponctuels d'une année sur l'autre des demandes, puisque le bailleur reçoit chaque année le montant des adaptations qu'il a fait l'année d'avant. Donc il ne peut pas vraiment engager des adaptations beaucoup plus importantes, sauf à engager un certain nombre de fonds propres, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a des contractualisations qui se font aussi de plus en plus, timidement quand même, mais entre certains bailleurs et des caisses de retraite, où les bailleurs s'engagent à adapter un certain nombre de logements l'année d'après et vont recevoir une enveloppe par logement. Ça présente l'inconvénient de ne pas couvrir la totalité des travaux le plus souvent. Ça présente l'énorme avantage pour le bailleur d'avoir une approche réellement stratégique, de ne pas être dans « je réponds à une demande d'adaptation ». Voilà, je vais adapter 100 logements, je peux faire une étude de mon parc, je peux faire une étude de ma population et je peux voir où stratégiquement c'est important d'intervenir.
Ça permet aussi d'agir en prévention. On sait que c'est un vrai enjeu quand on adapte les logements, qu'on les adapte un petit peu trop tard. Si on est dans une logique de réponse à une demande, les demandes souvent interviennent un petit peu trop tard. Et puis voilà, ok, ça a un coût l'adaptation, il faut aussi quand même toujours le mettre en perspective face au coût de la non-adaptation. Ne pas adapter des logements, c'est potentiellement, on parlait de chutes par exemple, c'est potentiellement des chutes. Les chutes, c'est 10 000 décès, c'est 100 000 hospitalisations chaque année. Alors elles sont évidemment pas toutes dues à des logements mal adaptés, mais la non-adaptation a aussi un coût si on le prend au-delà du côté dramatique que peuvent provoquer les chutes dans les parcours de vie, ça a aussi un coût à prendre en compte. Et enfin, l'adaptation, c'est pas toujours la solution, hein. On l'a dit tout à l'heure, une personne âgée qui demande l'adaptation de sa salle de bain, par exemple, et qui réside au 2e étage d'une résidence sans ascenseur, est-ce qu'on a intérêt, si elle présente des problématiques de mobilité, à adapter son logement si jamais on se retrouve face à une personne qui va être coincée chez elle parce qu'elle ne pourra plus descendre l'escalier de son... Voilà. Donc ça veut dire une mutation. Une mutation, ça veut dire, oui, mais le même quartier parce qu'elle a ses repères. Ça veut dire, est-ce qu'elle va accepter parce que potentiellement elle aura un loyer équivalent pour un logement plus petit, elle va devoir se séparer des meubles. Bon, c'est tout un tas de problématiques à prendre en compte qui ne sont pas faciles à gérer. De façon plus générale, je pense que les deux présentations l'ont bien illustré. Les bailleurs peuvent intervenir soit au niveau des logements, c'est ce que Masson et Vanès, qui sont deux chercheurs qui ont étudié la question en Belgique, appellent des supports unilatéraux. Tous les supports qui s'adressent à un logement. Dans le 64, on a aussi Office 64, par exemple, qui met en place des colocations étudiantes solidaires, où des personnes âgées peuvent mettre à disposition une chambre quand elles vivent dans des logements un peu sous-occupés, ce qui est souvent le cas, à des étudiants. Ça permet à des étudiants de se loger à moindre frais, et c'est basé aussi sur une réciprocité de services. Ça crée beaucoup de liens, ça fonctionne plutôt bien, mais ça s'adresse à un seul logement. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui peuvent être mises en place à l'échelle d'un logement. Il y a toutes les actions qui sont plutôt des supports partagés, donc qui s'adressent à un ensemble de logements, souvent au niveau d'une même résidence. Donc là, ça va être tout le travail sur les parties communes. On l'a vu tout à l'heure avec le mobilier urbain, on l'a vu, voilà. Et après, il y a toutes les actions qui vont vraiment s'adresser plutôt à un nombre indéterminé de logements, donc à une échelle territoriale. Et là, c'est tout l'enjeu justement de faire du lien entre, parce que le bailleur ne peut pas agir seul, et donc il y a forcément un lien à faire avec les pouvoirs locaux, avec les associations, avec tous les acteurs du territoire pour proposer ces réponses, et les bailleurs sociaux le font. Donc il y a vraiment de belles choses qui se font. Juste pour conclure, aujourd'hui les bailleurs portent des projets d'habitat inclusif, des projets d'habitat participatif, certains portent des actions de prévention, des actions de lutte contre l'isolement social, des actions pour mieux connecter les logements. Voilà. Donc leur rôle, il est vraiment majeur dans le cadre de l'adaptation de la société au vieillissement de la population, et il doit être reconnu. Ce que nous venons d'entendre montre qu'il est possible d'agir à plusieurs niveaux, sur l'espace public qui entoure les logements, sur le bâti, et voir sur l'organisation des services. Adapter, ce n'est donc pas seulement répondre à des normes, c'est aussi reconnaître des usages, écouter les besoins et expérimenter. Mais au-delà du bâti, un défi majeur demeure, celui du lien social et de l'accès aux services. Parce que, au-delà des murs, ce sont les liens et les réseaux, les présences humaines qui permettent aux personnes âgées de continuer à vivre dignement. Dans les quartiers prioritaires de la ville, où les freins sont multiples, quelles solutions peuvent être déployées pour recréer du lien ? Quel rôle pour les bailleurs, les collectivités et les professionnels du bien vieillir ? Raphaël Roguet, je me tourne encore vers vous pour des éléments de définition. En tant qu'expert sur les questions du vieillissement, pourriez-vous nous éclairer sur les conséquences de l'isolement social sur la santé des personnes âgées ? Et qu'est-ce qu'on entend par isolement ? Oui, bien sûr. Alors expert, une petite partie d'expertise, mais je ne suis pas, je ne suis pas médecin, ou donc sur toute la partie conséquences sur la santé, c'est à prendre avec des petites pincettes quand même. Hein, mais donc l'isolement social, c'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, du fait de relations qui sont durablement insuffisantes en nombre ou dans leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Cette notion d'isolement social, elle repose donc sur une notion d'isolement, qui est plutôt une notion
objective, quantitative, quel est le nombre de relations sociales que je vais avoir par jour, par exemple. Elle repose aussi sur une notion plutôt de solitude, qui va être une notion plus subjective et liée à la qualité des relations. Et c'est important de parler de cette qualité des relations, parce qu'on peut avoir des personnes, âgées ou non d'ailleurs, hein, qui ont une vie sociale plutôt riche, si on considère le nombre de relations qu'elles vont avoir, le nombre de liens quotidiens qu'elles vont avoir, et qui pour autant vont se sentir très seules et donc souffrir de solitude. Donc l'isolement social, c'est vraiment la conjonction des deux. Et juste sur cette question de la qualité, donc la qualité d'une relation, qu'est-ce que c'est ? Ça englobe 3 dimensions principalement. C'est la reconnaissance, hein, est-ce que je compte pour quelqu'un ? C'est la question de la sécurité, est-ce que je peux compter sur quelqu'un ? Ou c'est encore la question de la participation, est-ce que quelqu'un peut compter sur moi ? Et c'est quand on a un déficit de ces 3 dimensions qu'on peut parler de problème de qualité dans la relation sociale. Cela étant dit, donc l'isolement social touche, comme on l'a dit, toutes les tranches d'âge. C'est 7 millions de personnes aujourd'hui qui sont touchées par l'isolement social, 2 millions de plus de 60 ans. C'est 10 millions si on considère cette notion de solitude, hein, sur le ressenti subjectif de « je me sens seul », c'est 10 millions de personnes. Et aujourd'hui, on estime à plus de 500 000, je crois que c'est 530 000 même, le nombre de personnes qui sont en situation de mort sociale. Donc là, ces chiffres, c'est l'étude Solitude 2024 de la Fondation de France, qui est une étude annuelle sur les solitudes en France. Donc l'isolement social, c'est un enjeu particulièrement important dans les QPV. On sait que l'isolement touche davantage les personnes les plus fragiles et les personnes les plus pauvres, ce qui renforce aussi des mécanismes d'exclusion. La pauvreté relationnelle, finalement, c'est une pauvreté supplémentaire qui vient se surajouter à d'autres formes de pauvreté. Les conséquences de l'isolement sur la santé sont très nombreuses. Je répète, je ne suis pas chercheur, épidémiologiste ou médecin, mais il y a quand même pas mal de publications scientifiques sur le sujet. L'isolement social a des conséquences, provoque des risques en termes de surpoids, en termes d'obésité, en termes de maladies cardiaques et d'AVC, en termes de dépression, d'idées suicidaires ou même de démence. Il y a aussi des risques plus, on va dire, collectifs, sociétaux, hein. Une personne isolée socialement va avoir tendance à être hospitalisée de façon plus fréquente, à connaître plus d'absentéisme au travail, de perte de productivité ou de diminution de réussite scolaire, pour prendre un peu toutes les tranches d'âge, comme on disait. Et un isolement prolongé correspond à un risque accru de mort prématurée de 30%. Donc c'est quand même des chiffres qui donnent à penser. Et enfin, donc en réaction à ça, l'OMS a créé une commission isolement social en 2023. On a des pays comme le Japon, le Royaume-Uni qui ont des ministres de la solitude. Et en France, on a la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, donc la mobilisation Mona Lisa, que vous connaissez peut-être, qui a été créée un peu au moment de l'élaboration de la loi ASV de 2015, dont on a parlé tout à l'heure, qui est déployée sur 66 territoires et qui vraiment développe un ensemble d'actions concertées pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc c'est vraiment l'acteur ressource. Merci Raphaël pour ces éclairages et ces éléments de définition. François, je m'adresse à vous. Domo France pilote et coordonne une expérimentation sur le quartier de Thouars, qui est un quartier prioritaire de la ville de Talence, qui se situe sur la métropole bordelaise. Pourriez-vous revenir sur le projet et sur ses effets pour lutter contre l'isolement social ? Oui, donc effectivement, tout d'abord, l'action elle a commencé en 2022 et pas forcément à Talence, puisque on avait à l'époque une centenaire dans un de nos logements en face de la gare à Bordeaux qui se sentait seule, et ça nous a quand même assez perturbés. Et dans l'action, on a été assez réactifs, puisque on s'est rapproché tout de suite d'un service qui s'appelle le service civique Solidarité Senior, qui mettent des jeunes entre 15 et 25 ans en moyenne, formés face à des publics plus âgés et qui jouent le rôle d'accompagnateurs ou qui font des visites de convivialité. Et on est parti sur ce modèle pour répondre à justement un appel à projet de l'association Mona Lisa qui lançait l'année dernière déjà la première semaine de lutte contre l'isolement du département de la Gironde. Et on a appliqué un peu cette recette intergénérationnelle d'amener des jeunes en service civique face à des publics seniors pour essayer de créer déjà ce premier lien social. Et ce projet a démarré comme ça. Donc le quartier de Thouars, c'est un quartier où il y a à peu près 860 logements. Il y avait plus de 150 seniors
âgés de plus de 65 ans, et dont la moitié qui vivaient seuls. Alors c'est pour ça, isoler et vivre seul, c'est pas la même chose. On peut vivre seul, ne pas être isolé. Mais là, pour le coup, on était sur des occupants qui vivaient seuls, dont la plupart étaient totalement isolés. On a fait des enquêtes derrière, on s'est aperçu que certains ne voyaient qu'une personne par semaine et même moins. Donc on était vraiment face à des gens en rupture, alors qu'à proximité de ce quartier, tout était à disposition, et notamment des activités plutôt destinées aux jeunes que pour les seniors, donc ils ne s'y retrouvaient pas. Et donc ce projet, il est né de la coopération d'acteurs. Donc en fait, on est plutôt sur aujourd'hui la recherche d'une hybridation en fait de projets, c'est-à-dire que chaque partenaire dans sa coopération amène sa plus-value, sa spécificité pour qu'ensemble on aille vers justement rompre cet isolement. Donc bien sûr, la volonté politique est prégnante, c'est une volonté forte de la ville de Talence et de son CCS de s'occuper de cette question de l'isolement. L'accompagnement de Mona Lisa aussi a été un effet fort, et puis après on a structuré par l'obtention de financement, d'aller chercher 3 associations qui nous ont coordonnés, donc grâce à un fonds à l'Innov du groupe Action Logement et grâce à un fonds de soutien à l'innovation de la CG2LS, on a pu financer la coordination d'un acteur qui, tout d'abord, cette animatrice a commencé dans le parc du quartier. On n'avait pas forcément de ressources. Et puis, au fil de la co-construction, un groupe d'une dizaine de seniors s'est rassemblé. Avec ces jeunes, on commençait à avoir des ateliers numériques. Et puis, s'est fait sentir l'obligation de créer un lieu. Donc ça fait vraiment partie du socle. Premièrement, d'avoir ces jeunes à disposition en service civique. Deuxièmement, d'avoir un lieu propre aux seniors. On n'est pas dans du copartage de lieux. On avait vraiment la volonté de ces seniors d'avoir un lieu à eux dans le cœur du quartier. Et donc, on a pu réaliser un chantier participatif avec les compagnons bâtisseurs d'Aquitaine qui nous ont permis de reprendre un lieu qui était un petit peu laissé à l'abandon, ou en tout cas qui était moins maîtrisé, avec la peinture, le seau et puis l'éponge. Et ces jeunes ont travaillé avec ces seniors et se sont appropriés ce lieu. Et derrière, on a développé trois façons de rompre l'isolement. Alors, on est parti sur l'action numérique, puisqu'il y avait quand même un fort besoin de ces seniors de se reconnecter au numérique. Donc, l'association Bonjour les Hirondelles, elle, a travaillé sur le podcast et sur une web radio avec les jeunes et les seniors. Après, on a travaillé aussi avec le lien avec les publics plus jeunes, collégiens, qui ont monté un projet avec la structure Carévie, pour justement faire en sorte que l'image et les besoins soient guidés dans un projet envers les jeunes enfants, notamment hospitalisés. Donc il y avait vraiment une recherche de valeur aussi dans ce projet. Et puis après, la structuration, c'était grâce à l'association Fait de Cœur qui a mis à disposition ces jeunes en service civique. Et puis ça s'est aggloméré. On avait une école de commerce juste en face du quartier. Ils ne se parlaient pas. Forcément, on a intégré ces jeunes de l'école de commerce dans le projet pour commencer à créer ce lien social. Et ce qui est formidable, c'est que ces ateliers ont pris naissance donc dans ce local. Ce local, maintenant, ça fait un peu plus de 8 mois qu'il est en activité. Des ateliers se sont coordonnés les uns après les autres. Et puis, est apparue assez rapidement la volonté de ces seniors qui pourtant ne se connaissaient pas il y a quelques mois, de s'unir pour se réapproprier cet espace qui était devenu le leur. Et donc là, il a fallu qu'on trouve, nous, le moyen technique et humain de pouvoir aussi lâcher ce local qui était une mise à disposition à la ville de Talence, et puis d'inclure ces seniors locataires de Domo France dans leur propre local. Et une des solutions qu'apporte Mona Lisa, et je pense qu'il est un peu nouvelle, c'est qu'on a réussi à structurer un petit groupe de 10 personnes sur une équipe citoyenne. Donc cette équipe citoyenne, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un collectif qui a une voix, qui porte une voix et qui peut aussi faire des propositions envers le CCAS, envers le bailleur. Comme on est en QPV, demain, peut-être qu'on utilisera le contrat de ville et puis l'abattement TFPB pour pouvoir financer d'autres actions. Mais la volonté, c'est que ces seniors qui étaient seuls, ou en tout cas isolés, se sont rapprochés, ont créé ce petit collectif qui est hybride, c'est pas une association, c'est une équipe citoyenne qui est pilotée par le
dispositif Mona Lisa et puis qui sera accompagné par le pôle senior du CCAS. Et c'est comme ça qu'on souhaite maintenant développer ce local, en faire un vrai laboratoire d'analyse des besoins, tout en sachant que demain, ce quartier, en 2026, il y aura un grand projet urbain avec la réhabilitation de plus de 850 logements, une démolition d'une partie d'un bâtiment, une restructuration totale de l'espace public. Et donc, l'avantage, c'est d'être aujourd'hui en amont avec ces seniors pour réfléchir aussi, d'avoir une voix, pour réfléchir aussi comment on va aménager le quartier demain, comment on va peut-être faire place à de vraies fausses bonnes idées, comme des jardins partagés si on n'en a pas besoin, comme des structures sportives si on n'en a pas besoin. Voilà, de réinsuffler la voix des seniors dans ce quartier par ce collectif nouvellement créé. Voilà. Merci François pour ce témoignage. Manon, je me tourne vers vous concernant la question de l'isolement des seniors. Comment est-ce qu'elle a été travaillée au sein du quartier Saragosse ? Alors, je pense qu'effectivement, la question de l'isolement, elle a été travaillée à plusieurs niveaux. D'abord, le quartier Saragosse, pour nous, il dépasse un peu le périmètre un peu strict du QPV. Donc, on parle plutôt de 14 000 habitants à l'échelle du territoire, enfin du quartier vécu, Saragosse. Donc, effectivement, la question de l'isolement, elle est assez importante, de son animation aussi. Il y a, comme vous l'avez évoqué en introduction, toutes les animations qui sont proposées dans le cadre des contrats de ville, même si malheureusement, ils touchent aussi peu le public isolé ou plutôt senior. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, il y a eu de nombreuses animations qui ont pu être proposées. Il y a un réseau associatif qui est assez efficace et qui est très présent pour ces publics-là. Il y a eu aussi de la concertation qui a été menée sur certains projets et notamment sur les aménagements paysagers, donc qui ont pu proposer effectivement des espaces un peu conviviaux pour les habitants. Et après, il y a tout un réseau qui est aussi mis en place avec le rôle des managers de quartier. La ville de Pau avait créé des managers de quartier un peu par quartier pour pouvoir faire le lien aussi sur ces questions-là, mais pour pouvoir être le relais des habitants aussi auprès du réseau associatif. Donc ça, c'est un peu tout ce qui se fait à l'échelle du quartier Saragosse. Et ensuite, si on dézoome un peu, la ville de Pau avait lancé en 2018 le plan anti-solitude. Dans sa première volonté de pouvoir lutter contre l'isolement, qui a été très largement portée par Monsieur le maire. Et l'objectif était vraiment de pouvoir inciter les Palois à échanger, à partager, à se rencontrer sous forme un peu de plan d'action qui avait été concerté à l'époque en 2018 vraiment avec le réseau associatif, de pouvoir vraiment être dans la lignée de cet isolement un peu rompu. Alors bien sûr on est vigilant quand même à l'amalgame de c'est pas parce qu'on est isolé c'est pas parce qu'on vit seul plutôt qu'on est isolé. C'est pas le plan de solitude, il s'adressait vraiment à tous les Palois, quels que soient leurs âges. Il n'était pas forcément ciblé personnes âgées, mais c'était quand même un projet qui permettait d'aller au-delà de certaines actions menées et de pouvoir mettre en place vraiment à l'échelle des quartiers aussi des actions. Donc il y a de grandes thématiques qui avaient été travaillées sur le fait de sortir, de cuisiner, d'apprendre, de bouger, de partager, mais c'était aussi une des réponses un peu opérationnel qui avait été donné, donc il est toujours en cours. Et là, il y a de nouvelles versions un peu du programme qui sont en cours de préparation. Mais je le rappelle, sur le quartier Saragosse, c'est une personne sur deux qui vit seule. À l'échelle de la ville de Pau, c'est 60%, et à l'échelle de l'agglomération, c'est 47%. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un sujet, au-delà des QPV, à l'échelle de la ville, de pouvoir apporter des réponses sur ces questions-là de l'isolement. Merci Manon pour ce témoignage. Peut-être, Raphaël Roguet, vous connaissez peut-être d'autres initiatives en matière d'aller vers les publics pour lutter contre l'isolement des seniors dans les quartiers prioritaires ? Oui. Donc la notion d'aller vers, déjà, elle est importante. Pourquoi aller vers ? Parce que bien souvent, on se rend compte que toutes les actions de prévention qu'on peut développer vont davantage toucher quand on s'intéresse à quel
type de public y participent ou sont les plus réceptifs, on se rend compte que c'est plutôt des catégories socio-professionnelles plus favorisées qui, dans l'ensemble, sont touchées. Donc, il y a l'enjeu de se dire comment on développe des actions qui vont adresser des populations plus précaires, moins visibles. Et donc là, l'enjeu des QPV apparaît d'autant plus important que les QPV, en plus, dans leur histoire et dans leur construction, dans l'urbanisme, comment ils ont été construits dans les villes, souvent, ils sont pas tout à fait intégrés au centre urbain, ils sont souvent coupés des centres, soit par des voies ferrées, des autoroutes, Ils sont déjà, de fait, un petit peu enclavés. C'est des territoires où il y a peut-être pas autant de services que ce qu'on pourrait espérer par rapport au nombre d'habitants qui concentrent. Et c'est des territoires où il y a beaucoup de personnes potentiellement précaires ou en situation socio-économique difficile. Donc, c'est vraiment des territoires sur lesquels il y a l'enjeu d'un aller vers important. Je pense que les deux projets qui ont été présentés à Saragosse et à Thouars sont des bons exemples de comment déjà, juste en faisant du lien, en créant des dynamiques de territoire entre des acteurs d'un même quartier, on peut favoriser ces dimensions d'aller vers. Après, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent exister. On pense notamment à des solutions itinérantes, des services itinérants, notamment des bus. Il y a des acteurs, y compris des bailleurs, Gironde Habitat par exemple, a un bus d'exposition, d'aide technique ou domotique du logement. Ils ont des ergothérapeutes qui animent la présentation de ces dispositifs et ils vont sur les territoires tenir des permanences. Ça permet d'apporter l'information directement sur place et de créer via de la médiation culturelle de la sensibilisation sur ces questions-là. Il y a également Solia qui a un bus régional au niveau Nouvelle-Aquitaine qui a un petit peu la même dimension. Il peut y avoir des solutions itinérantes sous la forme de bus. Après, globalement, vraiment, c'est le lien avec les acteurs du territoire qui permet de maximiser, je trouve, cette notion d'aller vers et d'éviter des démarches qui soient trop descendantes, quoi. Merci, Raphaël. On va bientôt passer au temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les écrire dans l'onglet dédié. On l'a vu et vous l'avez chacun rappelé, lutter contre l'isolement ne relève pas seulement du médico-social ou du champ associatif, c'est une responsabilité collective qui va mobiliser une pluralité d'acteurs. Des initiatives existent déjà et elles montrent qu'il est possible de créer des passerelles entre tous ces acteurs pour soutenir les plus fragiles et valoriser le rôle des seniors dans leur quartier. L'ensemble de ces récits et de vos témoignages dessinent les contours d'un quartier solidaire, intergénérationnel et accessible, à condition qu'on y accepte d'investir du temps, des moyens et de la coopération. Ce webinaire nous a permis de mieux comprendre pourquoi il était urgent d'intégrer pleinement le vieillissement dans les politiques publiques menées en quartier prioritaire. Ce vieillissement, souvent invisibilisé et relégué à l'arrière-plan, mérite pourtant d'être pensé à la croisée de plusieurs enjeux que sont la dignité, l'inclusion et l'égalité territoriale. Nous allons maintenant passer à un temps de questions-réponses. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont posé des questions. Alors, on est en train de les lire. On a une première question sur la paupérisation du public. Comment les personnes âgées peuvent-elles accéder à de nouveaux logements aux tarifs actuels avec les retraites plus basses? Et pourquoi mettre des baignoires dans ces nouveaux logements? Peut-être, François, en tant que bailleur, vous avez peut-être la réponse. C'est le piège d'être ici. Oui, alors il y a deux, je vais essayer de répondre à Christine. Il y a deux questions dans sa question. Donc la première, bien sûr que les bailleurs sociaux font en sorte d'équilibrer leur production. Alors lorsqu'on parle de logements fléchés seniors, aujourd'hui on parle de logements neufs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bailleur social, au-delà de réhabiliter son parc et de le rendre accessible et adapté à ses publics déjà existants, propose et donc innove sur différentes formes d'habitat fléchés pour les seniors. Donc effectivement, dès qu'on flèche un logement senior, l'accessibilité et la baignoire, la baignoire en tout cas n'existe plus et elle est remplacée par une douche si possible sans ressaut. Ça c'est l'objectif du bailleur dans la production neuve. Donc en fait, on s'aperçoit que dans ce logement social, le bailleur a une part très importante d'innovation dans sa forme d'habitat de demain.
Et donc, du coup, on inverse un peu le ratio, c'est-à-dire que demain, grâce à ces formes d'habitat, c'est l'offre qui fera la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune personne de 65 ans et plus qui va faire une demande de logement social pour la première fois de sa vie. C'est assez rare. On a moins de 8% de ces demandes. Donc, 8% de ces demandes, il faut qu'on arrive à proposer une réponse. Dans la réponse, le bailleur, il sait aussi que ce n'est pas forcément du logement médicalisé. On voit bien la problématique des personnes qui se refusent d'aller en EHPAD ou en maison de retraite. Donc, le bailleur doit aussi concevoir un produit qui lui permette d'avoir une évolutivité et surtout d'être en capacité de répondre au vieillissement et au fait de se maintenir sur place. Parce que le choix quand même des locataires, c'est de se maintenir sur place. Donc voilà, les solutions, elles sont à créer par du logement neuf, par des nouvelles formes d'habitat. Mais effectivement, il n'est plus question de mettre des salles de bain avec des baignoires dans des T2. Il n'est plus question de proposer des logements à des seniors qui ne sont pas du tout adaptés. Voilà, dans le logement neuf, en tout cas, on a cette facilité de pouvoir innover. Merci. On a une autre question sur comment savoir qu'il y a des personnes isolées dans un logement. Peut-être, Manon, vous avez des éléments de réponse sur votre expérimentation. Oui, je pense que je peux aussi parler plutôt à la place du bailleur. Mais nous, dans le cadre du projet à Pau, effectivement, pour Berner Habitat, sur cette question-là, ils ont une proximité quand même avec leurs locataires qui a souligné. Leur compétence en interne le permet aussi. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont une très bonne connaissance de leur parc, de leurs locataires. Et ensuite, ça rejoint j'anticipe un peu sur une question qu'on a vue aussi un peu passer, mais je pense qu'effectivement, le porte-à-porte, souvent les bailleurs, et peut-être que c'est le cas chez vous aussi, François, je ne sais pas, mais il y a des plans seniors avec une vigilance qui est apportée sur des publics de plus de 80 ans, par exemple, où tous les ans, il y a une rencontre un peu spécifique avec le service social, outre toutes les questions un peu du quotidien sur les logements. Mais je pense que les bailleurs, dans leurs échanges, dans leur connaissance de leur parc, ont ces informations-là. Alors c'est sûr que là, on parle plutôt au logement public et dans le privé, c'est vraiment un autre sujet. Mais voilà, je pense que pour le logement public, ça se traduit beaucoup par les compétences du bailleur. Oui, mais pour compléter les propos de Manon, oui, le bailleur, avant d'aller chercher un peu, de savoir si la personne est isolée ou pas, il a aussi dû faire une introspection sur quels sont aujourd'hui les parcs adaptés aux seniors. Voilà, donc on a aussi créé des nomenclatures propres à chaque bailleur pour essayer de mieux identifier son parc. Mieux identifier son parc, ça sera pouvoir aussi proposer demain d'autres solutions pour des logements certes plus petits, parce que lorsque la famille, les enfants sont partis, souvent nous dans le profil de notre locataire senior, c'est une femme âgée, donc généralement devenue veuve. Voilà, on se retrouve dans un T4 ou un T5 au 5e étage sans ascenseur. Forcément, on ne va pas forcément adapter à la perte d'autonomie le logement. Par contre, essayer de proposer une mutation et donc proposer un autre type de logement qui correspondent. Donc ça, c'est des nouvelles formes de travail aussi pour le bailleur en transversalité. C'est aussi ça la force de cette thématique du vieillissement, c'est qu'elle va toucher toutes les directions que peut avoir un bailleur social, que ce soit patrimonial, dans l'investissement, la gestion clientèle. Et aujourd'hui, par exemple, chez Domo France, on a fait un projet aussi de formation de notre centre d'appel pour calibrer un peu mieux les appels venant de ces seniors et pour demain proposer des appels sortants. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui, mais sur des périodes clés, la période de canicule, la période où demain, on sait très bien qu'il y a une vulnérabilité, donc plutôt l'été avec les publics en QPV qui partent en vacances, pour certains, et les seniors qui restent, et puis aussi l'hiver, la période des fêtes, où là, l'isolement se fait encore plus ressentir. Donc nous, bailleurs, on va aussi essayer de trouver des actions pour, dans ces périodes un peu sensibles, avoir une réponse. Merci. On a une question justement sur le rôle du gardien qui joue probablement un rôle fondamental dans le repérage des personnes fragiles. Est-ce que c'est le cas dans vos expériences ?
Oui, je pense que ce soit un gardien, un responsable de proximité, enfin, ou quelle que soit un peu sa dénomination. Effectivement, ce sont des agents de proximité qui sont sur le terrain, qui connaissent bien leurs locataires et qui peuvent de fait faire remonter toute situation un peu compliquée de fragilité ou d'isolement. Oui, et puis pour compléter, on n'a pas des gardiens dans tous les immeubles, malheureusement. Non, il y a ça aussi, ouais. Donc selon l'endroit, il faut qu'on trouve aussi des parallèles. Et là, la connexion avec les CCAS est primordiale. La meilleure connaissance des publics fragiles, elle doit aussi être, en tout cas, comprise et anticipée aussi demain par les services sociaux et notamment les CCAS qui s'occupent des politiques seniors. Parce que si demain on doit activer du portage de repas qui ne se fait pas aujourd'hui auprès de ces publics en QPV, si on doit activer l'APA, comme je le disais tout à l'heure, qui aujourd'hui n'est pas activé dans ces QPV, ça va forcément aussi augmenter les besoins auprès des CCAS. Et donc il y a forcément une coordination pour s'entendre sur la fragilité et puis traiter les plus fragiles en essayant par la prévention d'avoir des actions qui soient soutenues. Merci. On a une question sur les bonnes pratiques de coordination. Comment mieux coordonner et proposer des actions sur l'identification des publics, les publics isolés, via notamment, par exemple, la médiation sociale, le porte-à-porte, le listing des bailleurs. Donc, comment... Je pense qu'effectivement, tous ces éléments-là participent à mieux capter à un moment donné ce public-là. C'est un peu en lien, mais moi j'ai aussi envie d'évoquer le fait que souvent l'espace public ou le fait d'être présent sur l'espace public, ça permet un peu de déjouer la frontière d'une association ou d'un endroit un peu fermé sur lesquels ces personnes-là sont un peu réticentes pour se rendre. Donc c'est vrai que effectivement que ces travailleurs sociaux des fois sont présents plus facilement sur l'espace public quand ils ne vont pas directement les capter chez eux, mais de sortir un peu de nos pratiques on fait passer une information et du coup on attend que les personnes la reçoivent et viennent nous voir. Et vraiment tout ce qu'on disait sur le aller vers aussi, il est dans cette pratique-là, il me semble. Il y a les services publics départementaux de l'autonomie, donc peut-être que ce sera évoqué après, mais donc c'est préfiguré dans un certain nombre de départements en France et c'est appelé à se généraliser à l'échelle du département. L'idée, c'est que pour la question donc, de l'autonomie, ça concerne personnes âgées, personnes en situation de handicap, c'est vraiment, donc c'est pas une nouvelle échelle d'intervention, c'est plutôt une co-responsabilité de l'ensemble des acteurs en présence qui vont derrière se mettre autour de la table pour atteindre des objectifs. Il y en a 4 et l'un d'entre eux, c'est justement comment mieux favoriser l'accès aux droits pour les personnes et notamment les personnes fragiles. Donc là, je pense que voilà, c'est une des solutions possibles à envisager. Et après, je reviens peut-être juste sur la question des gardiens d'immeubles. Effectivement, ça peut être aussi vu comme une manière de réinventer ce métier. On sait que c'est un métier qui peut aussi être appelé à disparaître. Donc, comment former ces personnes-là à la question du vieillissement, de l'isolement, ça peut être aussi une manière de revoir, de repenser leur travail. Merci. Alors, comment avez-vous fait pour faire participer les seniors pour les rendre acteurs d'une meilleure adaptation et accessibilité? Peut-être qu'on peut d'abord commencer par l'expérimentation dans le quartier de Thouars. Comment vous avez fait pour mobiliser les seniors à participer à cette expérimentation? Moins sur l'adaptation, du coup, mais... Alors du coup, dans la question, ce qui est sous-entendu, a priori, c'est les acteurs d'une meilleure adaptation et accessibilité. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a un projet urbain. Et c'est le cas à Thouars, justement à Talence, où on a un grand projet urbain qui s'inscrit. Donc on a on va dire un calendrier d'action, et puis on sait que sur ce quartier il va y avoir une intervention forte. Donc comment on a été écouté, au moins les seniors. C'est d'abord Domo France est accompagné d'un partenaire qui s'appelle Alogia Group, avec lequel on a travaillé un espèce de diagnostic spécifique à la réhabilitation, donc qui se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est faire appel à des ergothérapeutes qui vont interroger au téléphone la totalité des seniors occupant le quartier pour recueillir un petit peu leurs besoins. Et sur
surtout déjà prédéfinir ce qu'on a appelé un indicateur de robustesse, c'est-à-dire de déjà déterminer dans ces locataires seniors, ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui le sont moins, et peut-être déjà anticiper avant une éventuelle réhabilitation des problématiques et peut-être proposer en amont une mutation vers un habitat plus adéquat. Et après, lorsqu'on a fait ces appels téléphoniques, la deuxième vague de diagnostic, elle est à domicile. Et cette vague à domicile, elle va justement se rapprocher des publics les plus fragiles pour aller voir sur site et développer éventuellement, comme le disait tout à l'heure Raphaël, la mise en place d'aides techniques ou en tout cas le rapprochement vers les services sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à recueillir par panel les besoins et qu'on développera demain nos socles de travaux. Et ensuite, la relation avec le CCAS de la ville est primordiale. Merci. Manon, est-ce que vous avez des éléments à rajouter Non, vraiment, c'est assez complet la façon dont François l'a présenté. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de communication que vous avez utilisés pour mobiliser les seniors Alors, pour mobiliser les seniors, l'agence Domo France de Talent, c'est au pied du quartier. Donc ça félicite quand même vraiment les choses. On a les gestionnaires qui sont au pied de l'immeuble. Donc la communication orale, elle a joué. L'affichage aussi. Dans les halls, même si c'est un petit peu toujours... qui tout double. Après, ce qui était intéressant dans ce projet de Thouars, c'est d'avoir inséré justement une dimension écoute du besoin. Et ça, c'était primordial chez nous par du podcast. Alors, vous pourrez les retrouver sur les réseaux. Si vous tapez « Bonjour les Hirondelles » à Thouars, vous allez trouver des réponses. Et on avait besoin d'écouter ces seniors individuellement et puis collectivement. Donc, on a monté une petite web radio. Et ça, c'est assez efficace pour déjà formaliser aussi un besoin. Parce que chaque individu avait son propre besoin et il fallait qu'on ait quand même une action collective. Donc, libérer la parole par du podcast et par l'appui des jeunes. Donc, c'est vrai que le lien intergénérationnel, il est probant. Ça, c'est un moyen. Et après, le vœu pieux qu'on aurait, nous bailleurs, en tout cas dans ces grands projets urbains, c'est qu'on est dans des quartiers où la mixité, il y a une mixité sociale forte, bien évidemment, mais il y a une mixité intergénérationnelle. Et ce qu'on aimerait, c'est inciter vraiment par les services civiques seniors que ces jeunes de quartier puissent, pendant 6 à 8 mois, s'investir au sein même de leur quartier, pour les seniors de leur quartier. Et donc, on va appuyer les services civiques seniors de la région Nouvelle-Aquitaine pour essayer de continuer à développer ces actions avec les petits frères des pauvres, avec Unicité, avec d'autres partenaires selon les besoins. Merci. On a une question aussi sur la mutation dont on a peu parlé. On sait que c'est pas forcément ce qui est privilégié puisque une majorité des seniors sont bien chez eux et veulent y rester. Dans le cadre d'une mutation, comment faire pour sécuriser au mieux les personnes qui du coup ont peur parfois d'un changement? Est-ce que vous avez des solutions sur la sécurisation de ces personnes et faire en sorte qu'elles se sentent le mieux possible dans cette opération de mutation de logement? Oui. Alors c'est effectivement un gros enjeu. C'est un enjeu aussi pour les bailleurs parce que, comme on l'a peut-être dit, mais les personnes du parc social peuvent être, notamment du parc social, mais peuvent être amenées à y résider depuis très longtemps. Et donc elles sont souvent du coup dans des logements sous-occupés, des T3, des T4, où elles vivent seules parce que les enfants sont partis, parfois l'époux est décédé. Enfin voilà, c'est la situation caricaturale, c'est la personne âgée, femme seule à domicile. Donc le logement n'est pas toujours adapté. Et donc quand on se pose la question de la mutation, comme on disait, l'exemple de deuxième étage sans ascenseur, il faut peut-être mieux trouver une solution. Effectivement, les personnes ne veulent pas. Elles ne veulent pas parce qu'on va leur proposer un logement plus petit, donc elles vont devoir se séparer de meubles. Elles ne veulent pas parce que ça fait des années qu'elles vivent, c'est chez elles, hein, elles ont tous leurs souvenirs, etc. Donc elles ne veulent pas s'en aller. Elles ne veulent pas aussi parce que ça a un coût, le déménagement, et elles ne veulent pas enfin parce qu'elles ont un tissu social, des voisins, des commerçants, des médecins qui sont juste à côté, et que le bailleur n'est pas toujours capable de proposer une mutation dans le même quartier, et encore moins dans le même immeuble. Et après, il y a aussi le coût des loyers. Bon, bref, il y a beaucoup de problématiques qui font qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne veulent pas.
Après, il existe aussi des solutions. Du coup, au cas par cas, ça va être déjà aider logistiquement au déménagement cette personne, lui garantir un loyer qui soit plus bas, trouver des solutions pour qu'elle ait un logement dans le même quartier, si possible dans le même immeuble, mais à minima dans le même quartier. Le même quartier, c'est pas anodin parce que oui, il y a des quartiers où il y a un bailleur qui est un peu majoritaire et qui possède un peu, voilà. Mais souvent, il y a plusieurs bailleurs, donc ça peut être aussi comment on crée des outils interbailleurs en se disant, voilà, moi j'ai une demande de mutation. Est-ce que toi, tu as un logement qui serait adapté à cette personne dans le même quartier, qui serait soit en rez-de-chaussée, soit un T1, T2, etc. Donc voilà, il y a des collaborations à créer. Et après, il y a aussi des structures, soit associatives, soit de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent, je pense à une structure qui s'appelle Simone, je crois, et dont c'est un peu la spécialité. Ils accompagnent sur le plan logistique, psychologique, les personnes qui sont dans un processus de mutation pour les aider justement dans ce processus-là. Donc c'est gratuit pour les personnes, parce qu'en fait, du coup, je crois que c'est une entreprise de l'ESS qui travaille directement avec les bailleurs, et donc c'est le bailleur qui prend en charge le coût que représente l'accompagnement de la personne. Après, il y a peut-être d'autres solutions, mais après, c'est une question épineuse. Ça touche au vécu. Et je pense que la question du choix dans le parcours résidentiel, qui est plus ou moins subi souvent pour ce public-là, il est quand même assez prégnant. Merci. On a une autre question sur l'aller vers et les seniors qui sont allophones. Les centres sociaux, par leurs actions d'aller vers, animation de rue notamment, ne fédèrent pas les seniors allophones. Comment faire pour attirer ces personnes ? Nous, sur le quartier de Thouars, il y a un centre social. Rien que sur les termes, les seniors ne s'y retrouvent pas, à la fois dans le centre et dans le social. Du coup, c'est vraiment dans la forme aussi propre à ces structures qui sont aussi pas mises en place pour les seniors, qui aujourd'hui essayent elles-mêmes de trouver des solutions. Mais dans l'esprit même de ces centres sociaux, il y a des activités qui sont dédiées, et puis des personnes du quartier qui n'y viennent pas, parce que ces personnes ne s'y retrouvent pas tout simplement. Donc je crois qu'il y a vraiment besoin que des lieux, pas forcément très grands, mais des lieux ressources soient inscrits dans ces quartiers et avec une utilisation unique dédiée aux seniors. Et je pense que lorsqu'on créera un peu ces locaux sous forme un peu d'office de tourisme à grande échelle pour proposer des actions, des ateliers dans un local dédié où la personne pourra peut-être demain y venir et faire un atelier plus individualiste, je pense que c'est une des solutions. Parce que faire venir des personnes dans des centres sociaux où il y a pas où l'intérêt n'est pas criant, ça va être difficile. Merci. On a une question sur les médecins traitants. Est-ce qu'il serait possible que les médecins traitants prescrivent une évaluation gratuite des infirmières, repérage des fragilités à domicile ? Exemple, ICOP. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler et qui serait... Oui, à ICOP, oui. Alors, oui. Enfin, vous voulez... Non. Bon, donc ICOP, c'est une démarche OMS qui a été portée par le Gérontopole de Toulouse et qui prévoit donc la prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, de les intégrer dans un parcours vraiment en plusieurs étapes. La première étape de ce parcours, c'est donc une grille de repérage des fragilités de la personne qui peut être numérique via une application qui s'appelle ICOP Monitor et qui va évaluer les capacités fonctionnelles des personnes que sont donc la vue, l'ouïe, la cognition, la mémoire, l'équilibre. Il y en a 6. Il y a 6 capacités fonctionnelles et l'alimentation. Il me semble. Et c'est des questions très très simples qui permettent de repérer, en fait, ça peut se faire dès 60 ans. Alors, fort heureusement, à 60 ans, la plupart des gens sont robustes et il n'y a pas de fragilité. Mais dès 60 ans, on peut commencer à faire ce petit repérage. Si tout va bien, on peut refaire le test 2 ans après, 3 ans après, peu importe. Si jamais il y a une des capacités fonctionnelles qui pose problème à travers ces questions simples, on entre dans l'étape 2 où on va faire l'objet d'un diagnostic par un professionnel de santé, puis 3, un plan de soins, etc.
L'objectif, c'est vraiment de repérer les fragilités au plus tôt pour les corriger, parce qu'on se rend compte que plus on repère des fragilités tôt, plus on arrive à les corriger et donc à aller vers ce qu'on appelle un vieillissement réussi. Bon, ça c'est pour ICOP. La question c'est ce petit test que tout le monde peut faire chez soi, mais du coup potentiellement ils vont le faire mal, parce qu'il y a certaines questions, il y a certains exercices qui peuvent être un peu techniques, il y a l'exercice des levées de chaise, il y a des petites choses qui font que oui on peut le faire tout seul, mais c'est mieux si c'est encadré par un professionnel de santé, et donc derrière, qui rémunère le professionnel de santé? Il se trouve que ICOP a fait l'objet d'une expérimentation qu'on appelle, donc sous le régime de l'article 51, qui est une dérogation du financement de l'assurance maladie classique sur certains territoires en France. En Nouvelle-Aquitaine, c'était en Charente-Maritime et dans le Limousin, donc c'est CPTS Haute-Corrèze, il me semble, donc ça devait concerner Creuse et Corrèze, mais à confirmer, pour justement permettre le remboursement des tests ICOP. Aujourd'hui, il y a une réflexion, donc je pense que peut-être côté ARS, il y aura des propos plus précis que ce que je peux dire là, mais aujourd'hui, il y a un déploiement d'ICOP qui est normalement prévu au niveau national. Après, à voir comment ça va se matérialiser. Mais dans tous les cas, de la manière dont est formulée la question, elle est intéressante parce qu'effectivement, il faut que ICOP aille sur tous les territoires et notamment les QPV parce que le repérage des fragilités doit s'y faire dans de bonnes conditions. En revanche, prescrire une évaluation gratuite des infirmières. Alors, gratuit pour l'usager, oui, mais les infirmières, pour faire l'évaluation, elles ne vont pas être d'accord si on leur dit que c'est gratuit. Donc, se posera quand même la question de la rémunération de l'acte, forcément, de faire passer le test. Merci beaucoup pour ces précisions. On a le temps pour une dernière question. On a une question sur l'évaluation. Peut-être avec vos retours d'expérience, Manon, vous avez des éléments de réponse. Quels indicateurs avez-vous utilisés pour évaluer vos actions et pour mesurer l'impact auprès des publics seniors ? Alors, sur la partie espace public, c'est vraiment l'appropriation qui nous permet de mesurer de nos réussites ou pas. Donc ça, c'est plutôt simple. Après, sur la partie peut-être plutôt bâti, logement suradapté, ou comment le bailleur a réussi à apporter des réponses à certains ménages. Les dernières réhabilitations ont été livrées il y a 2 ans pour les premières. Donc c'est vraiment des retours un peu qualitatifs. Après, le bailleur, il mène aussi un peu d'enquête post-réhabilitation de façon qualitative sur comment les locataires perçoivent ces différents changements, parce qu'on l'a peu évoqué aussi, mais il y a quand même tout un process d'accompagnement au changement qui est souvent mis en œuvre et qui permet aussi de se réapproprier les lieux, même si le bailleur, dans le cas du projet Terragos, lui réhabilite tout en site occupé, donc, sauf les logements suradaptés, mais qui sont 10% de ces réhabilitations, où là, il y a un relogement de quelques semaines pour les ménages concernés, mais sinon tout se fait en site occupé. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un accompagnement au changement à faire, et c'est vraiment un retour qualitatif que le bailleur mène auprès de ses locataires. Merci. François, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur votre expérimentation à Thouars sur l'évaluation ? Ouais, nous, la démarche, c'était au-delà de mesurer l'impact éventuel, puisqu'on ne s'était pas justement donné de quantitatif sur un projet où les personnes ne se connaissaient pas il y a 18 mois, et aujourd'hui, d'avoir créé un collectif, rien que sur le principe, c'est déjà une réussite. Après, sur le volume, c'est toujours discutable, mais ce qui était important pour nous, c'était de montrer qu'on pouvait insuffler avec un coordinateur. C'est ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir vraiment un coordinateur, une action de coordination de projet autour de tous ses partenaires, d'avoir réussi à créer ce collectif, et que ce collectif se saisisse de ce fameux local qui est à disposition et qui permet de faire ces ateliers et de rompre l'isolement. C'est ça plus la volonté d'essaimer ce type de dispositif que nous, on va rechercher. On n'a pas de mesure d'impact précise parce qu'aujourd'hui, le projet, il s'est co-construit. Et je crois que c'est ça aussi la richesse de cette thématique, c'est que c'est chemin faisant qu'on arrive à développer des actions. Et plus on est dans la co-construction, plus on va faire évoluer le projet. Et il y a 18 mois, on ne savait pas qu'on devait créer un local au cœur même du quartier. Sinon, on ne l'aurait peut-être pas fait. Donc, voilà, on a une volonté de voir essaimer. Après, le retour d'expérience, on le fera dans 1 an, une fois que ce local aura été, entre guillemets, livré, en tout cas, aux activités des seniors uniquement.
Et l'objectif plutôt, c'est d'essaimer et de trouver la passerelle qui nous permette de limiter le financement public de ce type de projet. Certes, il y a la coordination à financer, mais une fois que la coordination est financée, logiquement, le pas de côté des uns et des autres fait qu'on peut mener des actions intéressantes pour les seniors et avec eux. Merci. Merci à tous les trois pour vos interventions dans ce webinaire. Merci également à tous nos participants qui ont posé des questions pour permettre d'enrichir cette discussion. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Cécile Tagliana, directrice générale adjointe à l'Agence régionale de santé, qui interviendra donc pour conclure ce webinaire, puisque vieillir en quartier prioritaire de la ville est aussi une question de santé, comme l'a rappelé vos témoignages, et notamment Raphaël sur les questions d'isolement et de solitude. Bonjour Cécile, c'est à vous. Bonjour, merci. Merci à tous pour vos témoignages sur ce plateau et la construction des solutions que vous avez pu apporter pour les seniors en quartier prioritaire de la politique de la ville. Effectivement, sous l'angle santé, c'est un angle que vous avez abordé par des éclairages divers, par ces différents déterminants de la santé. Et je me suis posé donc la question en vous écoutant, est-ce qu'on vieillit de la même façon, est-ce qu'on vieillit de la même manière en QPV qu'ailleurs dans notre région ou en France en général ? Donc très clairement, non, on n'y vieillit pas exactement pareil, pour des raisons assez simples. Les personnes qui vivent dans ces quartiers sont souvent des personnes qui ont eu des expériences de vie plus compliquées, plus difficiles, une situation sociale plus difficile, plus de précarité. Et on sait que ces déterminants amènent plus de comorbidités, plus de maladies chroniques, plus une espérance de vie diminuée par rapport au reste de la population. Donc, forcément, on n'y vieillit pas de la même manière. On n'y vieillit pas de la même manière non plus parce que 80% des déterminants de santé, en fait, ce sont des déterminants qui sont externes au système de santé lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment l'environnement, soit individuel, soit collectif, de la personne. Et donc, dans une situation socio-économique difficile, on a un impact sur la santé, comme je disais, mais l'environnement a aussi un impact, tout simplement le logement, on en a parlé très largement, l'urbanisme, la pollution, l'absence de nature, etc. Toutes des choses qui peuvent être plus présente, on va dire, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, même s'ils changent énormément grâce aux diverses opérations de requalification, que dans d'autres quartiers plus aisés. Et aussi, dans ces déterminants de santé qui ne sont pas le système de santé, il y a toute cette dimension, on va dire, de l'isolement, justement, des interactions sociales qui empêchent de développer une santé meilleure, une santé de vieillir en bonne santé, tout simplement. Et l'isolement, on en a largement parlé. Donc, en partant de ce constat de difficulté à venir forcément sur la santé des personnes qui vivent dans ces quartiers, on peut se demander, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a toutes les actions qui ont été présentées, j'y reviendrai, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que déjà, il y a des choses qui se font sur le plan, on va dire, strict de la santé, des actions pour améliorer la santé ? Alors, malheureusement, je dois vous dire que oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a plein de choses qui se font, le foisonnement est riche, mais en regardant les contrats locaux de santé, par exemple, que signe l'Agence régionale de santé avec les collectivités territoriales, il y a peu d'actions qui soient ciblées sur le public en QPV et le public vieillissant en QPV. On va trouver pas mal d'actions sur les QPV pour les zones que cela concerne, peu d'actions qui sont publics vieillissants en QPV. Donc c'est quelque chose qui est encore un peu ou largement, ça dépend comment on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, impensé. Donc on a encore besoin d'aller plus loin. On a pourtant déjà des actions qui sont en place. Alors, sur différents plans. Premier plan, c'est vraiment l'accès aux soins. Quand même, les 20% dont je parlais sur les déterminants de santé, c'est pas parce que c'est 20% qu'il faut laisser tomber. Bien au contraire. Et c'est un des objectifs premiers de l'Agence régionale de santé, c'est l'accès aux soins, c'est l'offre médicale, paramédicale, hospitalière.
Donc dans ces objectifs, on a notamment un objectif qui est de couvrir tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville en centre de santé. Alors c'est un objectif qui n'est pas encore atteint. C'est pas si facile que ça d'implanter un centre de santé dans un quartier prioritaire. Pour beaucoup de raisons différentes, parfois tenant au foncier, parfois tenant à la disponibilité des professionnels de santé, parfois tenant aussi à des municipalités qui ne sont pas immédiatement disposées à soutenir. Ça dépend des timings dans leurs priorités. On a quand même néanmoins aussi un centre de santé dit participatif, qui est un centre de santé donc expérimental, même si ça fait longtemps qu'il existe, à Poitiers, qui fait partie d'une autre expérimentation, celles qui ont été citées tout à l'heure, de l'article 51 de dérogation aux règles de la sécurité sociale, et donc qui a un financement supplémentaire pour faire des actions qui correspondent aux besoins des habitants du quartier. Et vraiment, les actions, le projet de santé est fait avec les habitants du quartier, donc ça peut concerner différents domaines, dont le vieillissement, puisqu'il y a une partie croissante d'habitants quand même qui sont en situation de vieillissement et qui ont besoin de soins assez souvent, et donc qui viennent dans ces centres de santé. Mais pour que ces centres de santé aussi ou d'autres fonctionne, il faut aussi prévoir, quelqu'un a posé une question sur les personnes allophones, c'est aussi des personnes parfois qui sont soit de cultures différentes, soit sans être de cultures différentes, qui peuvent avoir des difficultés à s'approprier tout simplement les soins, à se reconnaître en mauvaise santé ou à reconnaître qu'ils ont des besoins de soins, à faire passer d'autres choses en priorité. Et donc on a besoin là de médiation en santé. Il est prouvé que la médiation en santé fonctionne, et donc on est en train de la développer à large échelle en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait partie de nos priorités sur notre programme régional d'accès aux soins pour les personnes les plus démunies. Donc ça, c'est vraiment des actions qu'on poursuit, qu'on met en œuvre, avec le soutien toujours, on ne les implante pas comme ça, il faut vraiment un soutien local qui soit important. On a aussi décidé de classer de manière systématique tous les QPV en zone prioritaire pour l'aide à l'installation des professionnels de santé, notamment des médecins. Même quand tous les critères ne sont pas réunis, les QPV sont classés en zone d'aide pour vraiment promouvoir l'installation des médecins dans ces endroits-là. Donc ça, c'est pour l'accès aux soins. Deuxième partie, c'est la prévention, puisque on va essayer de lutter le plus possible contre la maladie et donc prévenir plutôt que guérir. Sur ce plan-là, vraiment la direction phare, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, les quartiers dont on parle font partie des quartiers qui sont prioritaires pour les actions de l'ARS. Alors, pour être honnête, c'est vrai que pour l'instant, sur la prévention, on a énormément axé, c'est dans notre programme régional de santé, projet régional de santé, on a vraiment axé sur les jeunes, les femmes et les jeunes. Bon, c'est, vous comprendrez, une préoccupation pour l'avenir, forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour les personnes âgées, mais c'est vrai que vraiment les financements prioritaires vont sur les enfants et les jeunes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir quand même comment on peut déployer d'autres programmes avec un focus prioritaire sur les quartiers politiques de la ville. Et je pense notamment au programme ICOP qui a été cité et très bien décrit par le gérontopole sur donc le repérage des fragilités avec cet échelonnement, cette gradation dans le repérage et dans la prise en compte ensuite. Comment on pourrait peut-être, dans le cadre de la généralisation, puisque c'est ce qui est prévu, généralisation sur France entière, donc sur Nouvelle-Aquitaine entière, avoir là aussi un focus plus particulier sur les quartiers politiques de la ville. De même, sur la vaccination contre la grippe, par exemple, qui est un facteur important à la fois de mortalité ou de mortalité évitable, on pourrait voir aussi comment avoir des actions plus prioritaires sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme on en a sur la jeunesse pour la vaccination HPV, par exemple, où on va d'abord dans les collèges des quartiers prioritaires dans les QPV.
Donc ça, c'est le deuxième point, accès aux soins, prévention. Après, il y a le médico-social. Je vous remercie de ne pas avoir axé d'ailleurs tous vos propos sur le médico-social. Ce n'est effectivement pas la solution à tout. Et si on n'a pas une société globale qui est inclusive, le médico-social ne saura pas pallier au vieillissement de la population, en plus en Nouvelle-Aquitaine où on est une des régions les plus vieilles de France. Donc le médico-social n'empêche qu'il peut apporter une diversité de solutions dont certaines peuvent être intégrées, pas forcément facilement, mais peuvent être intégrées dans les QPV. Je pense à l'habitat inclusif, effectivement, où on voit qu'il y a des projets d'habitat inclusif qui se montent en QPV avec des bailleurs sociaux habituellement. Je pense à la prise de conscience tout simplement des bailleurs sociaux que vous avez bien exprimé aujourd'hui sur le vieillissement et les solutions à apporter. Je pense à l'appel à projet de la CNSA sur le vieillissement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui a fait l'objet d'un lauréat en Nouvelle-Aquitaine à La Rochelle et dont on verra si on peut tirer des enseignements. Donc la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, c'est la Caisse de sécurité sociale pour le handicap et le grand âge. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent et qui mettent en mouvement le médico-social sans qu'on soit sur l'EHPAD directement. Voilà, EHPAD certes repoussoir, mais EHPAD qui est en train de changer aussi. Donc on a ces formes un peu hybrides qui se créent de plus en plus et qui nécessitent d'être accompagnés de services, et notamment de services infirmiers à domicile ou d'infirmières à domicile ou de services à domicile financés plutôt par l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, dont vous avez parlé. Et donc j'en viens au dernier point, c'est la gouvernance. J'aime pas commencer par la gouvernance parce que c'est un peu plaquer quelque chose sur ce qui n'existerait pas encore, mais plutôt pour terminer, voilà, toutes ces initiatives, comment est-ce qu'elles peuvent être remises en musique? Il y a beaucoup d'informels qui se fait déjà, il y a beaucoup de choses qui existent. Les CCAS sont effectivement, ou les CIAS, une plaque tournante habituellement autour de laquelle beaucoup de services s'agrègent et qui a un repère pour les personnes âgées ou les personnes en difficulté sociale. Mais c'est vrai qu'on est en train de créer le service public départemental de l'autonomie qui a une dimension départementale mais qui a une visée locale. Donc il y a une organisation départementale mais vraiment c'est la proximité qui est au cœur de ce service public départemental de l'autonomie. Je pense notamment à la Gironde qui vient de l'inaugurer, de le lancer, et où vraiment tout est fait au niveau des territoires de solidarité de Gironde pour que les solutions ne soient jamais trop loin de là où habitent les personnes. Voilà, ne pas faire aller, quand on est en Gironde et qu'on voit la taille, ne pas faire aller tout le monde à Bordeaux, ou quand on voit les Landes, pareil. Mais vraiment être en proximité, donc pouvoir avoir des réponses de proximité, mais qui ne soient pas en silo, et qui donc permettent, quelle que soit la porte d'entrée qu'on prend, le CCAS, la mairie, peut-être un service infirmier auquel on a eu affaire à un moment, peut-être la maison médicale ou autre, ou l'hôpital, de faire le lien avec les autres acteurs et de pouvoir avoir un parcours qui soit coordonné pour la personne âgée ou ses aidants, même si on a parlé beaucoup de solitude, mais il y a parfois des aidants quand même dans le paysage qui pourraient en avoir besoin. Et tout ça avec une dimension aussi qui va être nécessaire selon les endroits, plus ou moins, d'aller vers les personnes qui ne se raccrocherait pas immédiatement à une de ces portes d'entrée et qui pourtant aurait des besoins. Et donc dans la lutte contre l'isolement, le SPDA, le service public départemental de l'autonomie, doit être une ressource que les associations ou autres, type Mona Lisa, ou ce qui est raccroché à la démarche Mona Lisa, doivent pouvoir aller solliciter pour pouvoir faire rentrer dans un parcours coordonné, dans des solutions à leur disposition et adapter les personnes qui en auraient besoin, qui sont vieillissantes. Et on n'aura pas les mêmes solutions dans une zone rurale que dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'est à ce sur-mesure, à cette haute couture qu'on doit encore s'attacher à répondre dans les années qui viennent. Merci Cécile pour cette conclusion. Je remercie tous nos participants et nos intervenants. C'est la fin de ce webinaire. Vous retrouverez très bientôt le compte-rendu qui sera disponible sur notre plateforme. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos prochains événements sur l'agenda Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Au revoir.